Alors, pour discuter de ce nouveau coup dur pour François Legault et d'autres dossiers qui ont marqué la semaine, je retrouve les journalistes Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post, Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire à la presse, et Christopher Nardi, journaliste parlementaire aussi au National Post. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Alors, Joël Denis, je vais commencer avec vous. Ce revirement, évidemment, un autre coup dur pour François Legault. Comment est-ce que vous voyez ça? Quelle réaction vous avez? J'ai l'impression de voir un film version 2 de Justin Trudeau, c'est-à-dire qu'il y a un ministre qui démissionne dans un gouvernement dirigé par un premier ministre qui est devenu très impopulaire auprès de l'électorat. Donc, c'est un peu le même scénario qui se produit à Québec qu'on a vu ici à Ottawa quand Mme Freeland a démissionné. On avait vu ça comme étant le coup de grâce qui avait mené au départ de Justin Trudeau. Donc, je pense, d'avis que le même scénario va se produire à Québec. Ça risque d'être le premier ou le grand clou dans le cercueil de François Legault qui va amener à d'autres démissions ou d'autres départs ou d'autres événements qui vont bousculer l'horaire de M. Legault au point où il n'aura d'autre choix que de démissionner d'ici les prochaines élections. Je ne pense pas que c'est tenable de sa part. Et donc, coup dur, je pense que c'est bien de le décrire de cette façon. C'est un coup dur pour François Legault. Catherine, comment est-ce que vous voyez ça? Parce qu'évidemment, le premier ministre ne recule pas. Il dit qu'il affirme prendre les décisions nécessaires qui s'imposent. Il dit qu'il fait preuve de courage alors que d'autres gouvernements ne l'ont pas fait. Mais ça se passe pas très bien. Écoutez, il prend ces grandes mesures-là alors qu'il est en fin de règne, alors qu'il est vraiment très impopulaire. Alors, visiblement, je pense qu'il a fait une erreur, même si, bon, je pense qu'il voulait montrer qu'il pouvait, là, disons, faire face aux médecins. En même temps, c'est un projet de loi qu'il a adopté sous bâillon d'ici quelques heures. Visiblement, il y a des failles. Et je pense que vraiment, c'est la fille, en fait, du docteur Carman, qui est elle-même médecin spécialiste. Je pense qu'il a le mieux réussi à pointer ces failles-là et qui, ultimement, a mené à la démission de son père, là, qui est un ami personnel de François Legault, qui était ministre là, depuis 2018. Donc, vraiment, je pense que M. Legault, sur le fond de l'affaire, va devoir faire quelque chose, là, parce que ces changements-là, ils sont majeurs. Ils vont rentrer en force d'ici 2 mois, au 1er janvier. Alors, il va falloir qu'il fasse des concessions en quelque part, parce que sinon, et on le voit déjà, il y a des médecins qui vont soit quitter la province ou qui vont aller là, à la retraite là, prématurément, là, malgré ces amendes. Chris, Catherine le mentionnait, M. Legault n'a même pas réussi à convaincre Lionel Carman du bien fondé de sa proposition. Comment peut-il espérer convaincre le reste de la population québécoise et par où doit-il... Quelle sortie y a-t-il de cette pire, c'est que souvent, lorsqu'on adopte un projet de loi, on propose un projet de loi, il faut un peu séduire la population, convaincre la population lors du processus d'adoption. Et le fait qu'il l'a passé sous bâillon en presque à peu près 24 heures ou moins, ne lui a pas donné à son gouvernement le temps de vraiment s'expliquer. Et maintenant, ils ont visiblement perdu le contrôle des communications avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec, de plusieurs médecins qui parlent, Lionel Carman, évidemment, qui s'expriment et qui énoncent leurs craintes par rapport à ce projet de loi. On peut absolument dire que le gouvernement caquiste a totalement perdu le contrôle des communications, ont perdu la bataille de la communication là. Et lorsque ce chat est sorti de la boîte, on ne peut pas le remettre nécessairement. Alors, c'est quasiment comme si la seule solution pour M. Legault, ce serait de concéder que c'était une erreur, de défaire un projet de loi qui est déjà passé, de repartir en consultation. Mais le mal est fait parce que la confiance avec les médecins est brisée. La population québécoise voit des titres, justement, comme l'exode des médecins se prépare. Ils voient les histoires dans Le Devoir, la fille de Lionel Carman, du Dr Carman, qui dit « Pour moi, j'ai fait la comparaison et je ne peux pas rester ». Ils voient tout ça et je pense que pour M. Legault, le mal est déjà fait. Autre dossier chaud la semaine, évidemment, toute l'histoire entourant les propos de l'ambassadeur américain Pete Hoekstra ici à Ottawa. Il aurait insulté le représentant commercial de l'Ontario, David Peterson, même en lançant des jurons lors d'une diatribe ponctuée, je le disais, de jurons. Joël Denis, cet événement de lundi, c'est un événement qui est très fréquenté dans la capitale. Oui. Évidemment, M. Hoekstra voulait faire passer un message, mais comment est-ce qu'on doit interpréter cette sortie de sa part? D'abord et avant tout, M. Hoekstra, je pense qu'il est du moule des MAGA de M. Trump. Quand il parle, il énonce, je pense, véritablement la pensée. Et quasiment la façon de faire de M. Trump. On dirait que c'est une copie-collier de M. Trump. J'avais le goût de vous dire aujourd'hui que peut-être qu'on devrait lui envoyer un livre. Diplomatie pour les nuls, parce que c'est pas comme ça qu'on fait la diplomatie, à mon sens. Je vous avoue. Et c'est pas la première fois que M. Hoekstra fait parler de lui pour de mauvaises raisons. C'est la troisième fois depuis qu'il est en poste. Il est arrivé en poste, je pense,
au mois d'avril, et déjà, il commençait à faire des sorties, faire des remontrances aux Canadiens, des reproches. Pourquoi vous cessez d'acheter l'alcool des États-Unis? Pourquoi vous ne venez plus aux États-Unis? Nous sommes des bons amis, voyons donc, on veut votre bien. Pendant ce temps, M. Trump menace d'annexer le Canada, impose de nouveaux tarifs. On dirait que M. Extra vit dans un monde parallèle, comme son patron, Donald Trump. Donc, je pense que what you see is what you get, si vous me passez l'expression. Il représente fidèlement Donald Trump. Il est une reproduction presque intacte de Donald Trump. Il est du mouvement MAGA et il est venu ici. Mais je pense que ça passe très mal. Ça passe pas du tout. Mais à l'évidence, il parle aussi pour un auditoire d'une personne. Hoekstra parle pour impressionner une seule personne, et c'est visiblement le président américain Donald Trump. Un peu, on voit qu'il s'en fout un peu des conséquences en fait avec la relation canadienne, parce qu'il veut plaire à une personne et il veut parler pour une seule personne. Oui, justement, là-dessus. Un commentaire là-dessus, ça me fait penser un peu à l'ancien ambassadeur chinois Pompeo, qui, lui, faisait des sorties régulièrement pour faire des remontrances au Canada. On s'attend à ça d'un pays autoritaire qui veut tenter de ramener l'élève qui est dans la démocratie, dans le droit chemin, mais de la part d'un partenaire des États-Unis, c'est pas quelque chose auquel on doit s'attendre. Donc, faire des comparaisons entre M. Extra et Pompeo, ce ne sont pas des comparaisons qui sont avantageuses pour le diplomate américain. Et Catherine, on reproche quand même au gouvernement Carney de ne il y a un manque total de clarté sur l'état des pourparlers. On nous disait qu'on était proche d'une entente, alors que on voit dans les médias américains des représentants de l'administration Trump disent pas du tout, on n'était pas là. Et hier, évidemment, la Banque du Canada qui sort pour nous dire, écoutez, il y a vraiment des dommages durables qui seront faits à l'économie canadienne. Donc, les conséquences sont vraiment réelles pour la population canadienne. Qu'est-ce qu'on doit comprendre du fait qu'on se trouve encore une fois dans l'impasse? Comment relancer les pourparlers? Comment voyez-vous ça? Écoutez, visiblement, je pense que cette publicité de l'Ontario, c'était une excuse. Hein? Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait là, jusqu'à ce que le premier ministre Carney rencontre le président Donald Trump. Là, les pourparlers ont vraiment recommencé de plus belle. On espérait là, arriver à une entente, mais visiblement, peut-être on commençait enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Et puis là, finalement, je pense que cette publicité a servi d'excuse pour le gouvernement américain dans l'espoir d'en arriver à d'autres concessions du Canada. On ne sait pas quelles sont ces concessions exactement, mais on en a fait par le passé avec la taxe sur les services numériques, entre autres. Ça ne nous a pas ramené grand-chose, dans le fond. Bien, on a au moins continué les discussions, mais là, je ne sais pas trop ce que le gouvernement canadien peut donner à ce moment-ci. Alors, je pense que vraiment, il va falloir que le gouvernement fédéral, l'équipe de M. Carney, vraiment nous explique, soit un peu plus clair et un peu plus transparent sur qu'est-ce qui se passe actuellement, où est-ce qu'on en est et quelles seront les conséquences. Là, on a eu des propos très vagues là, de M. Carney lors de son discours la semaine dernière qui disait « Les temps sont difficiles, on va devoir faire des sacrifices », mais il n'a pas pu nous décrire qu'est-ce qu'il va se passer dorénavant, maintenant qu'on n'est pas en train de parler aux Américains. Une chose est sûre, par contre, c'est qu'il va falloir vivre avec des tarifs. Je ne pense pas que le Canada va s'en tirer comme les autres pays partenaires commerciaux des États-Unis. Ils font tous face à des tarifs. Et là, c'est déterminé quelle sera l'ampleur de ces tarifs. Est-ce que ce sera 10 sur 15 20 Est-ce que ce seront des tarifs sectoriels contre l'aluminium, l'acier, le secteur automobile, le bois d'œuvre? On peut penser que oui. Donc, ce qu'on vise à faire en ce moment, c'est de limiter les dommages. Mais je pense qu'on s'est fait une tête à Ottawa. On va vivre avec les tarifs dorénavant. Et très rapidement, peut-être un tour de table, étant donné qu'on attend le dépôt du budget la semaine prochaine. C'est toujours pas clair que le gouvernement a les appuis nécessaires pour le faire passer. On sait on verra comment ça va bien se jouer. Mais Christopher, je peux commencer avec vous. Comment est-ce que vous voyez les choses et est-ce qu'on va peut-être attendre, surtout de la part du NPD, de voir le contenu du budget avant qu'on se positionne? Oui, bien, je pense que la plupart des partis vont... peut-être pas les conservateurs nécessairement, là, mais la plupart des autres partis vont attendre de voir le budget. Je tomberai en bas de ma chaise si on est en élection la semaine prochaine. Catherine? Il y a toutes sortes de façons de manifester son désaccord avec le budget sans nécessairement voter. On a vu il y a quelques mois, on a adopté des voies et moyens on division, là, avec une certaine division. Donc, je me demande si c'est quelque chose qu'on va voir ou peut-être quelques abstentions. Mais on parle quand même, les libéraux voudraient peut-être aller en élection. Est-ce que le pari est risqué quand même? Oui, non, je pense pas qu'on veut aller en élection, mais si on doit aller en élection, les libéraux seraient le parti le plus prêt,
pour partir en campagne électorale. Je suis du même avis que Catherine. Je pense que les partis d'opposition peuvent signifier leur désaccord, voter contre le budget, mais pas en nombre suffisant pour provoquer la chute du gouvernement et donc provoquer les élections. Je pense que c'est le scénario qui va se passer. Ce qui m'intrigue quand même, c'est que les sorties de M. McKinnon sont nombreuses et elles sont constantes. Nous n'avons pas les appuis nécessaires en ce moment. Donc, est-ce qu'il est en train de jouer sa partie de poker en ce moment, toutes ses cartes, pour forcer les autres partis à se mouiller, et donc pour forcer les partis de l'opposition à prendre position, justement. Donc, c'est un psychodrame qu'on a vu à plusieurs reprises. Donc, je resterai devant ce psychodrame parce que, normalement, ça se conclut de façon positive. Le budget va être adopté. C'est aussi ce que je pense. On va attendre la suite des choses. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir. Merci.